Écoutez ma question. Je vous demande de quoi vous souvenez-vous? Anaïs. Des perros chocolat, on est né la montagne, des pourvoyantures. Louis. Ils aiment bien partir à la montagne parce qu'ils sont aussi de rester avec Pedro et Chocolat. Lucas. Lève la main si tu veux. Lucas. Pedro et Chocolat, ils vont dans la montagne. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, nous allons faire la connaissance de Délia Gobert, enseignante à l'école maternelle Victor Hugo de Châlons-en-Champagne, dans le Grand Est. Mes parents sont tous les deux enseignants en collège et en élémentaire. Et voilà, c'est alors une histoire de famille, oui, et pas tout à fait, puisque mon frère refuse totalement l'enseignement. Mais voilà, c'est une passion. J'ai le rêve de petite fille qui est resté en fait jusqu'à l'âge adulte. J'ai l'impression d'avoir toujours voulu faire ça. Je vois ma mère préparer, à l'époque il n'y avait pas les ordinateurs, donc ses fiches de lecture de CP à la main. Je vois mon père corriger ses copies et ça m'a toujours plu, même de voir mes parents travailler en dehors de leur travail en classe. En fait, ça m'a toujours plu et cette envie d'être avec les enfants aussi. Alors, vous vous souvenez que hier, on a lu une histoire, je vous ai lu. Vous vous rappelez le texte d'une histoire. Il n'y avait pas d'image. Luna, tu écoutes? D'accord, j'ai lu le texte. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, on retravaillerait dessus. Je vous poserai des questions. Et ça va vous permettre, écoute, d'apprendre à parler. Ça va vous apprendre aussi à écouter l'histoire, mais à écouter aussi ce que disent les autres. Ok ? Et puis, ça va aussi vous apprendre à comprendre les histoires. Écouter une histoire, ça s'apprend. Et dans la classe de Délia, c'est un apprentissage très structuré et explicite. Elle nous ouvre les portes de sa classe pour nous présenter cette pédagogie de l'écoute. Bonjour Délia. Bonjour. Délia, pour te présenter à nous, est-ce que tu choisirais une œuvre littéraire, une histoire qui te représenterait ? Je pense au Magasin Zinzin de Frédéric Clément. Alors un album qui compte aussi pour moi parce que je l'ai présenté quand j'ai passé le concours d'enseignant. À l'époque, il y avait une option littérature de jeunesse et c'est un album pour les plus grands, voire les adultes, où on retrouve plein d'objets sortis des contes. Un beau bric-à-brac. Ah, très bien. Haut en couleur. C'est ça. Alors, on découvre avec toi la pédagogie de l'écoute. Je vais vous lire l'histoire. Ensuite, je vais vous poser des questions. D'accord ? Et quand je vous poserai les questions, Laurence, tout le monde aura le droit de répondre. Il faudra lever la main. D'accord ? Quand il y a un enfant qui parle, on l'écoute. Et après, si on veut, on peut compléter ce qu'il a dit. On peut redire ce qu'il a dit en rajoutant quelque chose ou en disant d'une manière différente. Et je vous avais expliqué hier, comme c'est pour savoir si vous avez parlé, je vais vous donner des jetons. À chaque fois que vous répondez à la question, à chaque fois que vous répondez à la question, Laurence, en parlant de l'histoire, d'accord, je vous donnerai un jeton. Est-ce que tu veux bien nous présenter ça ? Alors la pédagogie de l'écoute, c'est Pierre Pérouse qui a écrit, en fin de compte, je me suis rendu compte, cette pédagogie il y a longtemps, il y a plusieurs années. Et là, elle est un peu remise en avant puisqu'il vient de sortir 3 méthodes clés en main pour les petits. Enfin, la petite vient de sortir, était déjà sortie, moyen grand. Et j'ai découvert ça l'année dernière, suite à une formation, un plan français, et j'ai lu et j'ai été passionnée, on va dire, par ce qu'il a écrit. Et donc, c'est une pédagogie qui travaille le langage oral et surtout le temps de parole des enfants. Et c'est vrai, quand on se rend compte,
le langage oral est la priorité de l'école maternelle, mais on se rend compte qu'on parle, nous, adultes, énormément, et qu'on laisse pas assez parler les enfants. Et je vous incite vraiment à lire et à découvrir cette pédagogie, puisqu'elle y donne quelques petits trucs pour laisser les enfants parler et du coup développer leur langage oral ensemble, et pas qu'avec l'adulte. Des piliers à cette méthode, tu saurais nous les partager ? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il met en avant le discours, ce qu'il appelle lui le discours pédagogique ordinaire, ce qu'on fait, ce qui n'est pas à bannir de nos classes puisqu'on en a besoin. Et en fait, il le résume à cette façon de faire, c'est le maître pose une question, un enfant répond, le maître pose une autre question, un enfant répond, etc. Et en lisant ça, je me dis, parce qu'il conclut en disant, quand on fait ça, on n'aide pas les enfants à construire le savoir, on va juste chercher la notion qu'on veut, là où elle est. Et quand je l'ai lu, je me dis, mais oui, en fin de compte, on a l'impression d'aider les enfants en faisant ça, mais non, en fin de compte, on va chercher la bonne réponse et après, on passe à autre chose. Et du coup, lui, il parle plutôt du dialogue pédagogique à évaluation différée. Et en fin de compte, c'est l'enseignant qui est en retrait. Il y a une explicitation des questions, donc c'est-à-dire que les enfants, il y a une clarté cognitive, les enfants vont savoir ce qu'on va leur demander. Ils vont aussi savoir qu'il y a des règles à respecter, donc tout le monde va être écouté. En respectant les règles, bien sûr, on lève la main, on écoute les autres, on doit rester dans le propos. Et quelque chose qui change aussi énormément, et on le fait tous, et on l'a tous fait, c'est les enfants ont le droit de répéter. Et on voit trop d'enseignants, et moi la première, j'ai aussi fait ça, dire non, on l'a déjà dit. Mais en fin de compte, et c'est vrai, en le lisant, je me dis mais c'est tellement évident, les enfants apprennent en imitant. Et nous aussi, adultes, par exemple, si on discute autour d'un film, on peut avoir le même avis qu'un copain, qu'une amie, et on va répéter ce qu'il a dit. Alors on va y amener des arguments, un peu notre point de vue. Et voilà, je me dis, les enfants, et ça je trouve c'est ce qui est fort. Se mettre en retrait, laisser les enfants parler, surtout laisser les enfants répéter et les prévenir de ce qu'ils vont avoir à faire. Pedro et Chocolat, il a une montagne. Sarah. Et Pedro, il voulait être un cow-boy. Janice, pardon. En fait, à côté de la maison, il avait un petit chemin. Il voulait manger ses carottes et la grand-mère, elle a dit non. Il a baissé la tête, il a bien compris la grand-mère, mais il voulait bien goûter ses carottes. La séance d'aujourd'hui, précisément, tu nous la situes dans la séquence ? C'est le tout début de la séquence. Donc hier, on a découvert, c'est-à-dire que je l'ai faite avec des moyens et des grands qui ne connaissaient pas, puisque l'année dernière, je l'avais fait avec des moyens et mes nouveaux grands, puisque je garde mes élèves 3 ans. Donc là, ce sont des enfants qui sont tout à fait vierges de cette pédagogie et on le sent. Du coup, c'était un petit peu difficile de s'écouter, c'est difficile aussi de réagir par rapport à ce que l'autre disait. Mais donc hier, on a découvert le texte, le premier texte de sa méthode pour les moyens, Pedro et Chocolat. On a expliqué le lexique. Et aujourd'hui, c'était vraiment la première séance. Donc hier, c'était assez dirigé, plutôt un discours pédagogique ordinaire. Et aujourd'hui, c'était vraiment la première séance où je lisais le texte et je leur posais des questions. Et là, je me mettais en retrait et je les laissais, eux, construire le savoir. On voit que c'est pas facile pour eux de répondre à ces questions. Le où, le quoi. Je t'écoute. Le petit Pedro et Chocolat, il faut pas toucher les carottes à lui. Écoute ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce qu'aime faire Chocolat ? Janice. Mais Chocolat, il aime bien manger les fraises. C'est difficile. Alors après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on était en fin de matinée, on est en fin de période, donc il y a aussi plein de choses qui jouent. Mais la difficulté, c'est qu'ils n'ont pas cette habitude-là que l'enseignant soit en retrait. En fin de compte, et c'est bien ce que Perros dit, il ne faut jamais valider une réponse. Et c'est difficile pour eux de se dire mince, je parle, mais la maîtresse, elle n'a pas particulièrement de réponse derrière, il n'y a pas de geste de tête. Pour l'adulte aussi, c'est difficile. L'année dernière, je sais que j'ai eu beaucoup de mal.
Donc voilà, c'est pas tant, je pense, sur l'histoire, puisque l'histoire, en tout cas, le passage qu'on a lu aujourd'hui, est pas très compliqué. Mais voilà, c'est sur les postures qu'ils vont devoir mettre en œuvre que c'est difficile. Tu nous parles des jetons ? Alors les jetons, c'est quelque chose que Pierre Péroz met en place, son système de jetons, parce que comme il parle de clarté cognitive, et l'objectif de la séance, c'est de parler. C'est pas tant de comprendre l'histoire, surtout ce qu'il veut lui, et c'est ce que cette pédagogie amène, c'est que les enfants parlent, et parlent de plus en plus longtemps. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir un mot, une phrase avec une proposition, puis on va avoir une phrase, 2-3 propositions qui s'enchaînent, avec des liens au début juste comme ça, sans lien particulier, et après des liens logiques, etc. Sauf que c'est difficile pour un enfant de 4 ou 5 ans de se rendre compte qu'il a pris la parole. Donc Pierre Péroz met en place ce système de jetons. Donc c'est-à-dire que si l'enfant respecte les règles conversationnelles, qu'il écoute les autres, qu'il ne coupe pas la parole, qu'il lève la main et qu'il répond dans le propos, on lui donne un jeton. Pas obligatoirement s'il a la bonne réponse, puisque les questions sont assez aussi ouvertes pour qu'il y ait plusieurs possibilités de réponse. Et il est bien au début. Après, là, on l'a vu aussi un petit peu aujourd'hui, il y a des enfants qui jouent avec leurs jetons, c'est normal. Ils le considèrent plutôt comme un gain de points. Il y en a à la fin qui ont dit « j'ai gagné ». Est-ce que tout le monde a eu des pions ? Oui. Oui, ça veut dire que tout le monde... À gagner. Non, c'est pas pour gagner les pions. À quoi est-ce qu'ils servaient ? Non, il n'y a pas de gagnant ou de perdant. À quoi est-ce qu'ils servaient les pions ? Et il faut passer au-dessus de ça. Alors c'est normal qu'ils aient cette réaction-là au début, mais après il faut leur expliquer que c'est pas tant pour gagner, c'est juste pour voir si on a un peu parlé, beaucoup parlé, si tout le monde a participé. Et ça va être par rapport à soi, c'est-à-dire que la prochaine fois, si je n'ai eu que 1 ou 2 jetons, je vais essayer d'en avoir plus. Si j'en ai eu 4-5, j'en aurai peut-être pas plus, peut-être que j'en aurai 4 ou 5, mais peut-être que mes phrases se seront rallongées. Peut-être que j'aurais aussi laissé plus de temps de parole aux autres enfants. Donc là, c'est bien, c'est une découverte pour eux aussi. Donc on voit bien qu'ils tombent dans ces limites-là. Donc les jetons, moi je les utilise au début et après j'essaye assez rapidement de les enlever. Et parce qu'en plus, ils n'en ont plus besoin. Après, ils s'écoutent, ils se passent la parole l'un à l'autre sans avoir vraiment besoin de nous. Et du coup, les jetons n'ont plus leur place. Une question que je me pose, tu ne les reprends pas sur la syntaxe, sur l'articulation ? Non. Et ça, c'est difficile au début. C'est très difficile. Mais alors, quand on lit c'est sa méthode, après, il a fait une foire aux questions où il explique bien que, en fait, c'est pas mal de ne pas reprendre. Au contraire, c'est là l'objectif de cette séance, c'est vraiment une séance de langage. Donc, c'est vraiment raconter le texte dont on se souvient. Si je vois qu'il y a des erreurs fréquentes de syntaxe, je les reprends dans une séance à part, une séance qu'il appelle lui une séance décrochée. Donc on va peut-être reprendre que ces enfants-là. Et là où on va être un petit peu plus directif. Et puis j'ai eu la chance aussi d'échanger avec lui, de le voir en visio, en tête-à-tête. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est vrai, quand un enfant parle dans la classe, on ne le reprend pas à chaque instant. On ne le reprend pas tout le temps. Et la pédagogie de l'écoute, c'est ça aussi. C'est savoir se mettre en retrait et les laisser. Et alors, pas aujourd'hui, mais de l'avoir vécu les années précédentes. Après, ce sont les enfants qui se reprennent entre eux. Et c'est ce qu'on cherche. Est-ce que vous avez entendu ce que Lucas, il a dit ? Lucas, il a dit, Pedro, il imagine monter sur son mouton, son âne. Et du coup, au niveau apprentissage, tu vois quoi chez tes élèves germer ? Alors, l'écoute. Et là, c'était la première séance. Donc, on est au tout début de l'apprentissage. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Donc, écouter le texte et surtout s'écouter. Et ça, c'est difficile dans nos classes, dans notre société, d'écouter les autres. Donc, il y a ça. Et après, la grande particularité aussi de la pédagogie de l'écoute, c'est qu'on part de textes qui n'ont pas d'image. C'est un texte écrit. Donc, il n'y a pas d'album, il n'y a pas de support imagé. Moi, je travaille les deux en parallèle et la grande différence que j'ai vue pour mes élèves quand on travaille sur des textes écrits, c'est qu'ils s'emparent beaucoup plus du vocabulaire que dans un album. Donc là, ils vont reprendre des mots en particulier, ils vont reprendre des expressions, ils vont reprendre des tournures de phrases. Et là, je l'ai vraiment vu l'année dernière. Là, c'est trop tôt sur une séance pour le dire. Je me dis, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire
des fois ne faire que raconter des histoires, ne pas amener ce support imagé. Délia, tu dis que ces histoires donc, sont proposées dans la méthode clé en main. Est-ce que c'est des histoires qui ont une structure particulière ou pas du tout ? Alors ce sont toujours des récits, donc c'est-à-dire qu'avec les temps du passé, imparfait, passé simple, etc., des connecteurs logiques, temporels particuliers. Et après, il y a des contes traditionnels. On va retrouver Baba Yaga, on va retrouver le petit chaperon rouge. Là, j'ai vu, je crois, chez les petits, alors je ne l'ai pas encore trop lu, je crois qu'il y a les 3 petits cochons. Donc, voilà, il y a des contes traditionnels. Et alors après, je suis désolée si je me trompe, mais pour moi, par exemple, là, on a lu Pedro et Chocolat, je ne connais pas du tout. Donc voilà, je pense qu'il y a d'autres textes. Après pour avoir discuté avec Pierre Péroz, on peut aussi prendre un texte d'un album, par exemple, mais il faut totalement le réécrire, puisqu'il faut enlever les dialogues, il faut remettre au temps du passé, etc. Donc quand on débute, je pense que c'est mieux de partir de ces textes-là. Pedro et Chocolat partent se promener. Pedro était en vacances chez sa grand-mère dans sa montagne. Sa grand-mère avait un petit âne nommé Chocolat. L'âne était très gentil avec Pedro, mais il était aussi très gourmand. En plus de l'herbe qui poussait partout, il adorait la salade et surtout les carottes. Tu pourrais nous décrire, j'imagine qu'il y a une séquence type avec une première séance, une deuxième séance. Est-ce que tu nous ferais visiter cette séquence type ? Dans ces séquences, donc là sur la méthode, elle est vraiment clé en main. On trouve déjà des séances décrochées où c'est plus directif, où on va présenter le vocabulaire, celle qui est avant l'histoire. En fait, on présente le vocabulaire, on présente le lieu de l'histoire pour que quand on va lire l'histoire, il n'y ait plus de problème de compréhension simple. Après, il y a la séance de langage en elle-même, donc on va lire le texte. Et à chaque fois, on explique aux enfants, je vais vous lire le texte, ça va être le premier épisode de notre histoire. Après, je vais vous poser des questions. Et alors, les questions, ce sont toujours les mêmes. Les premières questions sont toujours factuelles et c'est sur l'histoire. De quoi vous souvenez-vous ? Qu'est-ce que vous vous rappelez ? Et on va poser cette question-là une fois, on va les laisser parler et on va pouvoir reposer la même question, mais on ne va pas guider en fin de compte. Après, on va aller sur des questions de compréhension. Donc là, je l'ai fait aussi, c'était quels sont les personnages, où se situe l'histoire. C'est beaucoup de choses, mamie, la grand-mère, la papa, le papa Amar. Est-ce qu'il y a un papa dans l'histoire ? Non. Non, là, tu es en train d'inventer. Attends, si tu veux inventer l'histoire, ce sera une autre fois. Et en plus, dans ces méthodes, les séquences sont organisées de manière progressive. C'est-à-dire que les questions de compréhension sont très simples sur les premiers textes et plus complexes au fur et à mesure. Après, on va rentrer dans la tête des personnages. Pour l'instant, on n'y est pas. Et puis après, alors là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà, on sentait que ça décrochait. Et les dernières questions, ce sont des questions d'interprétation. Que va-t-il se passer ensuite ? Si tu étais à la place de... voilà. Donc, c'est toujours les mêmes questions. Et à chaque fois, on les prévient. Donc, à force, les enfants connaissent et c'est vraiment cette clarté cognitive et ils savent qu'ils vont parler de l'histoire, après des personnages, après se mettre à la place d'eux. Et puis, il y a une dernière séance, c'est encore une séance décrochée qui vient pour ceux qui en ont besoin, donc elle ne vient pas toujours, et elle va venir, on le disait tout à l'heure, sur un problème de syntaxe en particulier, ou sur un problème de compréhension qui est ressorti lors de la séance de langage et qui n'a pas été repris par les autres enfants. Une petite clarification sur ce terme décroché, c'est-à-dire qu'il y a les séances de lecture et c'est une séance satellite qu'on ajoute. Est-ce que c'est ça ? C'est ça, c'est une séance à part et elle n'est pas obligatoire pour tous, elle va être là pour ceux qui en ont besoin et c'est surtout qu'elle n'est plus avec ce dialogue en pédagogie plus en pédagogie de l'écoute. On est plutôt sur un dialogue pédagogique ordinaire. Là, on peut poser la question, guider l'enfant vers la réponse, puisqu'il faut l'aider à comprendre en fin de compte. Ok. C'est quoi ta plus grande découverte avec cette méthode ? Se rendre compte que si on arrive à se taire, ce qui n'est pas facile quand on est enseignant, il se débrouille tout seul.
Et alors moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne me suis pas filmée, mais on a travaillé dessus en formation. Si on se filme et si on calcule le temps de parole, c'est assez impressionnant, mais on va dire, on est à 80% nous en temps de parole et 20% eux, sachant qu'ils sont une dizaine. Donc en fin de compte, ils ont 2% chacun. Et on s'en rend pas compte, mais quand on s'en rend compte, on se dit il faut faire autre chose. Ça ne va pas du tout. Si tu avais à convaincre des collègues de se lancer, tu leur dirais quoi ? Que c'est difficile au début, mais que comme en fait les enfants, comme quand on apprend, il faut persister. Et après, on voit les changements. Et on voit vraiment des enfants qui vont s'écouter entre eux. Et surtout, on voit des enfants qui ont des difficultés à parler ou qui sont ce qu'on appelle des petits parleurs, qui prennent la parole, qui au début vont juste répéter, mais qui petit à petit vont répéter, rajouter un mot, prendre, comme je le disais aussi, sortir un lexique particulier, un mot particulier, une expression particulière du texte. Et ça vaut vraiment le coup parce qu'après, on sent vraiment que le langage s'enrichit. Comme en plus, c'est des récits, c'est les temps du passé, c'est des connecteurs logiques et temporels qui sont différents du langage qu'on va retrouver dans les albums ou du langage quotidien. Et ça enrichit vraiment le langage de nos élèves. Tu dirais que c'est un outil qui est au service de la réduction des inégalités ? Je pense oui, parce que c'est quelque chose que on fait rarement dans les familles aussi, raconter des histoires. Il y a des familles où on lit beaucoup de livres, mais ce support imagé bloque beaucoup de choses, en tout cas bloque beaucoup le langage des enfants. Et avec cette pédagogie, comme c'est nouveau pour tous, même pour les enseignants, j'ai envie de dire, on est tous sur un pied d'égalité. Et donc voilà, on avance en même temps. Alors il y en a qui ont beaucoup parlé. Moi, j'en ai encore. Il y en a qui ont parlé un petit peu. Ça veut dire que la prochaine fois, quand on retravaillera là-dessus, sur Pedro et Chocolat, quand on essaiera encore de parler, ceux qui ont beaucoup parlé, qu'est-ce que vous pourrez faire ? Si vous avez beaucoup parlé, vous pourrez parler un petit peu moins pour laisser aux autres le temps de plus parler. Et Ninon, Nolan, vous avez parlé déjà un petit peu, il faudrait essayer la prochaine fois de parler un petit peu plus. Tu dirais quoi de tes élèves dans ta classe ? En général ? En général. C'est un bon petit groupe qui bouge bien, qui s'entraide, qui discute. Et j'aime les voir échanger entre eux, même sur des moments libres. J'aime les voir expliquer, interagir, montrer. Tu disais tout à l'heure que tu avais un triple niveau, petit, moyen, grand. Donc c'est un choix d'école que de faire des classes multiniveaux. Là, je veux bien t'entendre là-dessus. Alors au début, c'était un choix personnel. Je suis arrivée une dizaine d'années, je suis arrivée dans l'école et ça faisait un moment que je voulais tester. C'était le moment de me lancer, j'arrivais dans l'école. Donc j'avais même la première année tout petit, moyen, grand. Après les tout petits, on a arrêté de les prendre et je pense qu'ils sont mieux dans des classes propres que mélangés à d'autres enfants parce que c'est particulier. Du coup, j'ai gardé petit, moyen, grand. Et c'est devenu maintenant sur les 4 classes, on est 2 à faire ça. Et la richesse aussi, c'est que je garde mes élèves. Donc je garde, c'est vraiment un choix pédagogique, parce qu'on pourrait faire totalement autrement, mais c'est un choix de mélanger les sections et de les garder sur les 3 ans. Ça veut dire qu'à la rentrée, tu accueilles des nouveaux élèves, j'imagine, dans chacun de tes niveaux, mais surtout, tu n'as qu'un tiers de petites sections. C'est ça. Cette année, là, je n'ai accueilli que 5 nouveaux petits et j'ai accueilli 2 nouveaux grands. Mais sinon, non, mes moyens, on essaye de ne pas mélanger, en fait. Déjà, c'est bien pour le groupe classe, c'est aussi bien pour les habitudes de travail. Et c'est vraiment quelque chose que je ne changerais pour rien au monde parce que je trouve que la classe de cycle correspond vraiment à ma pédagogie et ils peuvent avancer à leur rythme. Donc ils ne sont pas par section en fait, ils sont par besoin de compétences et ils se mélangent petit, moyen, grand quand il faut. Je voulais vous dire, oui, mais juste avant, c'est quelque chose là quand on travaille comme ça, quand on s'écoute, regardez, on est tous ensemble. Anaï il est là-bas. Anaï, on s'écoute. Et je trouve que par moment, Luna elle jouait avec ses pions. Par moment, Anaï elle discutait. Janice, elle jouait avec Anaï, et du coup, vous avez oublié de vous écouter. Parce que je suis sûre et certaine que tout ce que vous disiez, c'était important. Et pour réussir à raconter l'histoire tous ensemble, à répondre aux questions, il faut aussi réussir à s'écouter. D'accord ? La prochaine fois, je vous lirai la suite de l'histoire. Pour finir, on va parler de ta classe.
je regardais ta classe et je la mettais en comparaison avec la classe que j'avais pu avoir en maternelle et je me disais que les choses avaient bien changé en quelques années. C'est une classe de maternelle, en tout cas la tienne. C'est un espace de vie, il n'y a pas une place assise pour chaque enfant. Tu nous l'as décrit ? Alors oui, c'est une classe où on a de la place. Et c'est une classe, ce qu'on pourrait appeler classe flexible. Alors après, j'aime pas toujours ces noms parce que des fois, on y met des choses qui ne correspondent pas toujours. Mais voilà, c'est vrai, comme tu le disais, c'est pas une classe où chacun a sa place. On peut en fait aller travailler où on a envie, avec qui on a envie, dans l'endroit où on a envie et surtout dans la posture où on a envie. Et ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que la première, je ne travaille jamais assise à mon bureau. Je suis souvent assise sur le canapé avec la télé allumée ou la musique et voilà. Et je me dis, pourquoi imposer quelque chose à un enfant de 3-4 ans alors que nous-mêmes, on est incapables de le faire ? Donc il y a juste la seule règle, c'est que si j'ai envie d'écrire, d'apprendre à écrire, j'ai une posture particulière à avoir. Mais sinon, si je veux faire un puzzle, colorier, coller, lire, je peux être allongée, je peux être assise, je peux être tout seul, je peux être à côté d'un copain, à côté de la maîtresse, je peux déplacer les tables. Et ça, c'est l'organisation matérielle, mais du coup, ça se ressent aussi dans le groupe classe. Voilà, je peux être avec mon copain, je peux demander de l'aide à un autre, je peux travailler tout seul, on peut travailler à 3. Et là, je rejoins aussi, je fais le lien aussi avec la pédagogie de l'écoute. Alors là, c'était une première séance, mais quand les enfants ont l'habitude, on a un espace qu'on aime bien, c'est on se regroupe tous sur notre ligne au milieu de la classe et il y a un grand espace vide. Donc ça permet d'exposer toutes nos créations, ça permet d'exposer des constructions. Et il y a ce moment où on peut, comme la pédagogie de l'écoute, en fait, se dire, moi je me mets en retrait, je dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, on a par exemple plein de constructions ce matin, où on a eu plein de dessins, on a plein de créations artistiques, qu'est-ce que vous en pensez ? Et on voit au fur et à mesure les enfants qui lèvent la main, qui s'écoutent, qui reprennent, qui complètent quelque chose qui a été dit. Et quand moi j'arrive à me mettre en retrait et voir des élèves de 3, 4, 5 ans faire ça, je me dis mais j'ai gagné quelque chose. Merci beaucoup Délia. Merci à toi. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.